Tout ce que l'on vous a enseigné sur la Terre est partiel, car une vérité essentielle vous a été dissimulée, ce qui se trouve sous sa surface. On vous a appris à croire en un noyau solide et inerte, entouré de couches de roches en fusion et de certitudes validées par la science. Mais si cette vision de la Terre n'était qu'une partie de la réalité, et si, profondément enfoui sous la croûte terrestre, existait un royaume préservé du désordre moderne, un lieu d'harmonie, de sagesse supérieure et d'énergie lumineuse. Depuis des millénaires, les traditions spirituelles, les écrits anciens et les témoignages occultés convergent vers une même idée, un monde secret nommé Agartha. Ce n'est ni une fable ni une image symbolique, mais une civilisation oubliée qui existerait au cœur même de la Terre, protégée par l'énigme, à l'abri de la corruption, et vibrant à une fréquence bien plus élevée que celle que notre monde peut atteindre. Si Agartha est réelle et les indices sont nombreux, alors nous vivons dans une illusion orchestrée, déconnectée de quelque chose de véritablement extraordinaire. La majorité des gens s'imaginent que la Terre est entièrement solide, composée uniquement de roches, de pression et de magma incandescent sous nos pieds. Cette croyance ne repose pas sur une observation directe, mais sur une confiance absolue en un système qui décide de ce qui est vrai. Et si ce système vous avait trompé? Et si la Terre dissimulait un secret depuis toujours, non pas une simple anomalie scientifique, mais un royaume entier qui bouleverserait notre compréhension de l'histoire humaine, de la spiritualité et de la conscience elle-même? L'idée d'une Terre creuse n'est ni récente ni marginale. Elle est évoquée depuis des siècles par des explorateurs, des mystiques et des cultures anciennes à travers le monde. Les légendes hindoues parlent de Shambhala, une terre cachée, habitée par des êtres divins et éclairés. Les moines tibétains mentionnent des tunnels sous l'Himalaya, reliant le monde de la surface à des sanctuaires souterrains. Dans la mythologie nordique, il existe Svartalfheim, un royaume situé sous la terre. Même la Bible fait allusion à un monde souterrain, un concept souvent déformé par les religions, mais enraciné dans une vérité plus ancienne et bien plus complexe. Pourtant, la science officielle rejette cette hypothèse avec mépris. Elle bâtit ses théories sur des modèles, des suppositions et des calculs, mais elle n'a jamais exploré assez profondément pour confirmer avec certitude ce qui se trouve en dessous. La profondeur maximale atteinte par l'humanité est d'un peu plus de 12 km, une fraction infime, bien moins de 1% du diamètre de la Terre. Nous en savons davantage sur l'espace lointain que sur ce qui repose sous nos pieds. Dans cette zone d'ombre, la vérité est littéralement enfouie. La théorie de la Terre creuse propose que notre planète contient d'immenses cavités internes et qu'au cœur de cet espace caché se trouve Agartha, un monde intérieur, baigné de lumière, illuminé par son propre soleil interne. Ce n'est pas une fable, des récits, comme les journaux de l'amiral Byrd ou le témoignage d'Olaf Jansen sur son voyage à l'intérieur de la Terre par les ouvertures polaires, décrivent des expériences troublantes et cohérentes. Ils parlent d'un climat doux, d'une végétation luxuriante, d'habitants pacifiques et d'une sensation profonde de présence spirituelle. Ces récits ne viennent pas de rêveurs égarés, mais d'officiers militaires, de marins et de moines qui ont souvent risqué leur réputation, voire leur vie, pour partager ce qu'ils ont vu. Pourquoi tant de personnes, à travers les époques et les cultures, ont-elles fait référence à une même réalité? Pourquoi ces témoignages sont-ils systématiquement rejetés, effacés ou réécrits? Peut-être parce qu'ils menacent quelque chose de fondamental, non seulement les modèles géologiques, mais aussi le contrôle exercé sur ce que l'humanité est autorisée à croire. Si Agartha existe, alors tout est bouleversé. Notre histoire est lacunaire, notre science est imparfaite, et notre potentiel est bien plus vaste qu'on ne nous le laisse entendre. Certaines des sources les plus troublantes sur la Terre creuse ont été étouffées ou dissimulées, mais elles existent, prêtes à être redécouvertes par ceux qui osent chercher. Agartha ne se limite pas à une question de géologie. Ce n'est pas simplement une cité souterraine, mais une clé pour décrypter les mythes anciens, libérer des connaissances spirituelles perdues et redéfinir ce que signifie être humain. Dans presque tous les récits sur la Terre creuse, les habitants de la surface sont décrits comme déconnectés, chaotiques, perdus,
tandis que le monde intérieur est dépeint comme harmonieux, spirituellement avancé et intemporel. Ce contraste devrait éveiller votre curiosité. Le plus grand mystère n'est pas de savoir si Agartha existe, mais pourquoi on nous a poussé à l'oublier. Cette théorie, bien que ridiculisée par la science, relie des éléments épars. Les textes, anciens, les lacunes dans les archives historiques, les expéditions militaires secrètes et les enseignements murmurés par des moines et des mystiques. Ces gardiens du savoir comprenaient que la vérité ne se trouve pas toujours là où la lumière brille le plus fort. Elle se trouve souvent sous la surface, attendant qu'un esprit audacieux vienne la révéler. Pour ceux qui ne perçoivent le monde qu'avec leurs yeux, Agartha semble inconcevable. Un royaume lumineux enfoui sous nos pieds, abritant une civilisation avancée vivant en harmonie avec le cosmos. Cela ressemble à un conte, jusqu'à ce qu'on réalise combien de récits, à travers les âges et les cultures, parlent d'un même lieu, sous des noms différents, mais avec les mêmes principes, la même lumière, la même vérité. C'est là que commence l'histoire d'Agartha, non pas dans l'imaginaire, mais dans une mémoire oubliée. Les anciens hindous l'appelaient Patala, et des enseignements ultérieurs l'ont nommé Shambhala, un sanctuaire de paix et de sagesse, niché dans les profondeurs de la terre. Dans les traditions tibétaines, on raconte que des lamas protègent les points d'accès à ces cités sacrées, accessibles uniquement à ceux qui vibrent à la bonne fréquence spirituelle. Les théosophes, guidés par Helena Blavatsky et plus tard par des mystiques comme Alice Bailey, ont décrit Agartha comme le centre de la gouvernance spirituelle mondiale, une cité cachée dirigée par des maîtres ascensionnés qui supervisent l'évolution de l'humanité. Ce ne sont pas des croyances isolées, mais des vérités convergentes, transmises par ceux qui étaient connectés à une réalité plus profonde. Agartha n'est pas une ville au sens classique du terme. Elle est décrite comme un vaste monde, souterrain, composé de multiples cités interconnectées, avec une capitale centrale souvent appelée Shambhala, bien que les noms varient selon les traditions. C'est un royaume de lumière, non pas grâce au feu ou à l'électricité, mais grâce à une énergie pure. Certains affirment qu'il est alimenté par la fréquence naturelle de la Terre, ce que Nikola Tesla nommait la résonance planétaire. D'autres le décrivent comme illuminé par un soleil intérieur, non pas une étoile brûlante, mais une sphère d'énergie rayonnante au cœur de la planète, qui soutient la vie, la conscience et une paix éternelle. Les êtres qui peuplent Agartha seraient très anciens. Certains disent qu'ils remontent à l'époque de la Lémurie et de l'Atlantide. D'autres pensent qu'ils sont les descendants de ces civilisations, ayant trouvé refuge sous terre pour préserver leur savoir et leur mode de vie lorsque le monde de la surface a sombré dans la corruption et le chaos. Ces habitants vivent bien plus longtemps que nous. Leur espérance de vie pourrait atteindre des siècles, voire des millénaires. Mais leur longévité ne repose pas sur la génétique, elle est vibratoire. Les Agarthiens existeraient à une fréquence plus élevée, alignés sur des lois spirituelles plutôt que matérielles. Leur société est fondée sur l'équilibre, l'harmonie et le service à un bien supérieur, loin de l'avidité, du profit ou du pouvoir. Ils n'utilisent pas d'argent, car ils n'en ont pas besoin. L'abondance découle de leur alignement, non de l'accumulation. Il n'y a pas de guerre, car le conflit ne peut exister dans une société ancrée dans la paix intérieure. Leur technologie ne sert pas à dominer, mais à harmoniser. Ce sont des outils vibratoires qui guérissent plutôt qu'ils n'exploitent, des moyens de transport fonctionnant à l'énergie pure plutôt qu'à la combustion, et des connaissances partagées librement plutôt que brevetées. Tout dans leur monde reflète un principe que nous avons oublié. La conscience prime sur la matière. Vous pouvez ressentir la vérité de ces paroles dans votre être, même si votre esprit résiste. Quelque chose en Agartha éveille une résonance profonde chez ceux qui sont suffisamment éveillés pour l'entendre. Elle n'attire pas seulement les curieux, mais ceux qui cherchent, ceux qui ont toujours senti que ce monde, cette société superficielle de division et de consommation, n'est pas tout. Ce sentiment que vous avez toujours eu, cette impression qu'il manque quelque chose, n'est pas une faiblesse, c'est une boussole. Dans notre monde de la surface, nous cherchons un sens à travers le travail, les relations, les possessions ou la reconnaissance, mais rien de cela ne comble le vide,
car ce vide n'a jamais été destiné à être rempli par des choses extérieures. Agartha n'est pas qu'un lieu, c'est un miroir, le reflet de ce que l'humanité pourrait devenir si elle se souvenait de sa véritable essence, avant d'être conditionnée. Cela nous rappelle que ce que nous considérons comme avancé, nos gratte-ciel, nos smartphones, nos algorithmes, n'est rien comparé à une société qui a atteint la maîtrise de soi. Les Agarthiens ne dominent pas la nature, ils vivent en harmonie avec elle. Ils ne craignent pas la mort, ils la comprennent. Ils n'idolâtrent pas le savoir, ils l'incarnent. Et quelque part, au plus profond de la Terre et au plus profond de nous-mêmes, ce mode de vie existe encore. Nous avons simplement oublié le chemin pour y revenir. Si Agartha est réelle, une question surgit immédiatement. Où se trouve l'entrée? Comment y accéder? Est-elle dissimulée sous l'Arctique, enfouie dans l'Himalaya ou gardée par des barrières militaires en Antarctique? Mais chercher une réponse purement physique serait une erreur. On ne peut pas simplement faire ses valises et pénétrer dans un paradis souterrain. La vérité, murmurée dans les enseignements anciens et protégée par les êtres spirituellement éveillés, est que l'accès à Agartha ne se fait pas par la force ou avec une carte. Il se révèle à travers les fréquences. On n'y entre pas en forçant les portes, on y résonne. À travers l'histoire, ceux qui prétendent avoir visité l'intérieur de la Terre n'étaient ni des soldats ni des chasseurs de trésors, mais des moines, des mystiques, des rêveurs et des adeptes spirituels. Les lamas tibétains parlent de tunnels sacrés sous leurs monastères, menant à des sanctuaires souterrains. Certains affirment que ces tunnels n'ont pas été creusés par des mains humaines, mais façonnés par l'intention, le son et les vibrations. Tous ceux qui résident dans ces monastères ne sont pas là pour prier un dieu extérieur. Certains protègent les portes du sanctuaire intérieur de la Terre, préservant un savoir trop pur pour être manipulé par un monde encore dominé par l'ego. Des récits persistent à travers le monde. Les anciens chamans parlent de descendre dans la Terre par des voyages oniriques et des transes. Les yogis décrivent des royaumes subtils sous la surface de la planète, accessibles par une méditation profonde. Au Pérou, certaines tribus croient que des grottes vibrent d'une énergie particulière et que, si l'on y pénètre au bon moment, dans le bon état d'esprit, elles mènent à d'autres dimensions. Ce ne sont pas des métaphores, mais des cartes encodées dans des fréquences, protégées non par des serrures, mais par votre propre conscience. Agartha n'exclut pas seulement la cupidité, la violence et le contrôle. Elle leur est inaccessible. Le champ vibratoire qui l'entoure, parfois appelé voile énergétique ou seuil dimensionnel, filtre tout ce qui n'est pas aligné avec la vérité, l'harmonie et une conscience élevée. C'est pourquoi ceux qui la cherchent avec obsession ou avidité ne la trouvent jamais. Leur fréquence les en empêche. Mais ceux qui s'alignent intérieurement, sans forcer, découvrent qu'Agartha ne se cache pas. Elle attend. Certains témoignages parlent de personnes tombées en transe pendant des heures, voire des jours, avant de revenir et d'affirmer avoir été transportées sous la terre. Elles décrivent des cités cristallines, d'immenses salles vibrant, d'énergie et des êtres de lumière communiquant sans mots. L'énergie qu'elles rapportent est constante, paisible, immobile, intelligente. Ce n'est pas le bavardage mental de notre quotidien, mais un silence si pur qu'il parle plus, fort que n'importe quelle voix. Ce qui est encore plus frappant, c'est que ces récits viennent de personnes qui ne se sont jamais rencontrées, issues de cultures qui n'ont jamais interagi, et pourtant, elles racontent toute une même histoire, celle d'un monde intérieur, qui enseigne plutôt que punit, observe plutôt que dirige, et ne se révèle qu'à ceux qui sont prêts. Cet alignement, cette préparation spirituelle plutôt que la force physique, est à l'opposé des valeurs de notre monde moderne, mais c'est la voie d'Agartha. Même l'architecture sacrée à la surface semble faire écho à ce savoir oublié. De nombreux temples anciens ont été bâtis sur des portails énergétiques, des points où le champ magnétique terrestre est plus faible ou où les lignes telluriques convergent. Ces emplacements n'ont pas été choisis au hasard. Les anciens bâtisseurs savaient quelque chose que nous avons perdu de vue, que le monde possède des portes et qu'elles ne s'ouvrent pas toujours vers l'extérieur. Des lieux comme le mont Kailash dans l'Himalaya, la jungle amazonienne ou certaines régions de l'Antarctique sont depuis longtemps réputés abriter ces portails. Mais peu en sont revenus
et encore moins y croient. La société moderne vous pousse à chercher des réponses à l'extérieur, à exiger des preuves tangibles, mais Agartha n'a jamais été une question de validation externe. Elle repose sur une résonance intérieure. Si vous ne l'avez pas perçue, ce n'est pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce que votre fréquence a été détournée de la vérité. Vous avez été entraîné dans la distraction, le bruit, l'ego et la peur. Le seul moyen de revenir à cette vérité est de vous reconnecter au silence, à la présence et à la conscience. Accéder à Agartha n'est pas une chimère, c'est une possibilité spirituelle. Mais cela exige un changement radical dans tout ce qu'on vous a appris à valoriser. Vous n'y parviendrez pas en explorant l'Arctique. Vous y parviendrez en vous tournant vers l'intérieur, en purifiant le miroir de votre esprit et en élevant votre vibration jusqu'à ce que la vérité devienne visible. Ce voyage ne commence pas par des pas, mais par l'immobilité. Depuis des siècles, des échos d'Agartha émergent, non seulement dans les mythes et le mysticisme, mais aussi dans des rencontres, des expéditions et des journaux qui n'étaient pas destinés à être révélés. Ces récits ne se limitent pas à l'Antiquité, ils traversent l'histoire moderne, enfouis dans des archives oubliées, des rapports militaires et des témoignages personnels discrédités. S'ils n'étaient pas aussi cohérents, aussi persistants et aussi systématiquement réprimés, il serait peut-être plus facile de les ignorer. Mais lorsqu'ils ressurgissent encore et encore, racontés par des personnes qui n'avaient rien à gagner et souvent tout à perdre, on ne peut s'empêcher de se demander quelle vérité cherche-t-on à enfouir? Prenons l'exemple de l'amiral Richard E. Byrd, un officier de marine américain respecté et explorateur polaire. À la fin des années 1940, lors de l'opération High Jump, Byrd aurait survolé une ouverture près du pôle Nord. Ce qu'il décrivit défiait toutes les lois connues de la géologie et de la climatologie. Une terre verdoyante, sans neige ni glace, mais empreinte de chaleur, de végétation et de vie. Il aurait vu des animaux disparus depuis des millénaires, comme des mammouths. Plus troublant encore, il affirma avoir été approché par des engins volants, des disques qui guidèrent son avion vers l'intérieur de la Terre. Là, il rencontra des êtres qui l'avertirent des dangers de la voie destructrice empruntée par l'humanité. Ces récits ne figurent pas dans les archives militaires officielles. Le journal personnel de Byrd, réapparu des décennies plus tard, est considéré comme apocryphe par les historiens conventionnels. Mais ces descriptions sont d'une précision saisissante et le timing est révélateur. Peu après cette supposée rencontre, les explorations polaires furent sévèrement restreintes et les zones proches des pôles devinrent de plus en plus inaccessibles. L'Antarctique, en particulier, fut soumis à des traités internationaux, limitant l'accès à de vastes étendues, sous prétexte de préservation scientifique. Mais que protège-t-on réellement? Un autre témoignage est celui d'Olaf Jansen, un marin norvégien du XIXe siècle. Dans son récit, publié sous le titre « The Smoky God », il raconte un voyage avec son père à travers une ouverture polaire, menant à un paradis souterrain. Lui aussi décrit des géants, des cités de lumière et des êtres dotés de capacités télépathiques. Ces histoires ont été tournées en dérision et qualifiées d'inventions, mais leur cohérence avec les descriptions de Byrd et d'autres témoins forme un motif qu'on ne peut ignorer. Pourquoi ces récits sont-ils toujours ridiculisés? Pourquoi ceux qui les rapportent sont-ils systématiquement discrédités, effacés ou moqués? C'est une constante lorsqu'une vérité dérange. Le système ne la combat pas avec des hipworms, faits, mais avec la honte, le silence et la distraction. Agartha est l'une de ces vérités qui menacent de remettre en question tout ce qu'on nous a enseigné sur l'histoire, la science et le potentiel humain. Regardez plus loin et vous trouverez des références anciennes à travers le monde. Les Hopis parlent d'un peuple fourmi souterrain qui les a aidés à survivre à un cataclysme passé. Les moines tibétains évoquent des portails sous des montagnes sacrées. Les tribus amazoniennes parlent de cités lumineuses au cœur de la jungle, impossibles à trouver par la force, mais accessibles à ceux qui savent les appeler. Même à l'époque contemporaine, des explorateurs, des alpinistes et des chercheurs rapportent des énergies étranges, des anomalies magnétiques et des changements climatiques soudains lorsqu'ils s'approchent de certains lieux interdits. Puis il y a les murmures venant des cercles militaires
et des services de renseignement. Des hommes, à la fin de leur carrière ou sur leur lit de mort, qui font allusion à des secrets qu'ils ont été forcés d'oublier, des bases souterraines, bien plus profondes qu'on ne l'imagine, des tunnels classifiés, reliant de vastes espaces souterrains, pour des raisons jamais révélées. Ce ne sont pas les divagations d'esprits troublés, mais les fragments de mémoire de personnes ayant touché une réalité qu'on les a forcés à nier. Posez-vous alors cette question. Pourquoi ces histoires persistent-elles? Pourquoi tant d'entre elles décrivent une même géographie, une même fréquence, des mêmes êtres pacifiques et spirituellement avancés? Si tout cela n'était que fiction, les détails seraient plus disparates, mais ils convergent, se confirment et résonnent avec une vérité plus ancienne que n'importe quel gouvernement, plus sacrée que n'importe quelle religion, et plus puissante que ce que les institutions voudraient vous laisser croire. Si les gens savaient qu'un tel lieu existe, qu'une société a déjà atteint la paix, l'harmonie et l'illumination, ils commenceraient à remettre en question le monde qu'on leur impose. Ils cesseraient de croire que la souffrance est inévitable, que la guerre est nécessaire, ou que la vérité spirituelle est toujours hors de portée. Agartha change tout, et ceux qui l'ont entrevue, même brièvement dans leurs rêves ou leurs visions, savent que sa présence ne peut être totalement effacée, seulement occultée. Si le monde de la surface est obsédé par l'information, celui des profondeurs est dédié à la sagesse. C'est ce qui distingue Agartha de notre réalité. Ce n'est pas seulement un sanctuaire pour des êtres éclairés ou un refuge face à une civilisation en déclin, c'est aussi, selon les traditions ésotériques, les archives spirituelles de l'humanité. Agartha serait le cœur vivant de la Terre, un lieu où la connaissance n'est pas stockée dans des livres ou des machines, mais dans l'énergie, les vibrations et la conscience. Au centre de cette sagesse se trouve une réalité encore plus profonde, les annales akashiques. Vous avez peut-être entendu ce terme. Les annales akashiques ne sont pas des documents physiques, mais un champ vibratoire contenant la mémoire de tout. Chaque pensée, chaque action, chaque voyage d'âme à travers le temps. Elles ne sont pas limitées par l'espace ou le temps, et ceux qui savent y accéder décrivent des visions, des téléchargements de connaissances soudaines qui transcendent la logique linéaire. Elles sont la source ultime de la mémoire universelle, et dans de nombreux systèmes spirituels, elles seraient abritées par Agartha ou accessibles à travers elle. Pour saisir l'ampleur de cette idée, imaginez ceci. Agartha n'est pas seulement un lieu habité, mais un point de convergence de la conscience. Elle contient non seulement le plan de la Terre, mais aussi celui de l'évolution humaine, des lois spirituelles et de l'intelligence divine. Ses habitants ne sont pas de simples résidents, ce sont des gardiens, des protecteurs de l'âme, planétaires, des défenseurs d'une vérité que nous avons oubliée dans notre quête de progrès matériel. Selon les récits, les Agarthiens n'ont pas besoin d'efforts pour accéder aux annales akashiques. Ils vivent en harmonie avec elles, dans un état d'alignement où l'information circule librement, non parce qu'ils la cherchent, mais parce qu'ils en font partie. Dans leur société, la vérité n'est pas débattue ou votée, elle est connue, car elle est ressentie. Le champ akashique n'est pas une base de données secrète, c'est le pouls de l'univers, et Agartha en est l'expression la plus consciente sur Terre. En ce sens, Agartha agit comme une mémoire planétaire, stockant les souvenirs sacrés des civilisations passées, de la Lémurie, de l'Atlantide, des âges d'or et des effondrements spirituels. C'est peut-être pour cela que nous en sommes coupés. Si nous avions accès à une telle mémoire, nous nous rappellerions notre pouvoir. Nous comprendrions que nous ne sommes pas ici pour servir des systèmes, pour accumuler des richesses ou pour nous opposer les uns aux autres. Nous sommes ici pour croître, évoluer et nous éveiller. Mais une société fondée sur le profit ne peut tolérer une humanité qui se souvient de son véritable but. C'est aussi pourquoi l'idée des annales akashiques a été déformée, transformée en concept à la mode ou en curiosité, alors qu'en réalité, elles sont sacrées. Leurs gardiens savent que tout le monde n'est pas prêt à recevoir ce qu'elles contiennent. Pour y accéder, il faut être en harmonie, avoir des intentions pures. À Agartha, le savoir n'est pas caché pour créer une hiérarchie. Il est protégé,
pour éviter qu'il ne soit utilisé à des fins destructrices. Les Agarthiens se souviennent de ce que nous avons oublié. Le savoir, entre de mauvaises mains, peut devenir manipulation, contrôle et destruction. Ils attendent donc, non pas parce qu'ils se cachent, mais parce que nous ne sommes pas encore prêts. Les portes d'Agartha sont vibratoires et les clés sont la conscience, l'intégrité et l'humilité. Ceux qui tentent d'entrer sans ces qualités sont repoussés, non par des gardes, mais par leur propre désalignement. Mais ceux qui s'alignent trouvent non seulement la connaissance, mais aussi le souvenir. Les annales akashiques n'informent pas seulement, elles éveillent, elles vous renvoient à votre âme, dépouillée de ses illusions, de ses récits et de ses peurs. C'est ce qui les rend dangereuses pour ceux qui détiennent le pouvoir. Si assez de personnes commençaient à accéder à cette sagesse, non par la force mais par résonance, le monde de la surface changerait. Les systèmes de contrôle s'effondreraient sous le poids d'un éveil collectif. Les mensonges qu'on nous a imposés perdraient leur emprise, et une vérité ancienne, silencieuse et lumineuse, ressurgirait des profondeurs. Agartha n'est pas seulement un mythe, une cité ou un mystère. C'est la mémoire sacrée de la Terre, attendant d'être entendue par ceux qui savent écouter. La plupart des gens pensent que les guerres se mènent avec des armes, des armées et du sang. Mais les conflits les plus profonds, ceux qui façonnent des civilisations entières, sont des guerres de conscience. C'est cette bataille qui se déroule sous la surface de notre réalité, souvent invisible, souvent niée, mais toujours présente. Au cœur de cette lutte se trouve Agartha, non comme un refuge passif, mais comme une force active dans l'éternel combat entre la lumière et l'obscurité. Selon de nombreuses traditions ésotériques, Agartha n'est pas apparue par hasard. Elle est née d'une nécessité, créée après une catastrophe, lorsque le monde de la surface a sombré dans le chaos. Il y a longtemps, l'humanité aurait vécu dans un état de conscience supérieure, dans des civilisations comme la Lémurie et l'Atlantide, en communion avec l'esprit, la nature et les lois universelles. Mais une fracture s'est produite, un écart par rapport à la vérité. À mesure que l'ego, la cupidité et la manipulation ont pris racine, l'équilibre s'est rompu. Ceux qui détenaient encore le savoir ancien ont fait un choix. Se retirer sous la terre, préserver ce qui ne pouvait être sauvé à la surface et protéger la flamme de la conscience jusqu'à ce que le monde d'en haut soit prêt à se souvenir. Ce n'était pas une chute mythique, mais un effondrement vibratoire, une descente dans des fréquences plus basses où la peur pouvait prospérer, où le contrôle pouvait s'installer et où la vérité pouvait être occultée. Depuis ce moment, deux réalités ont divergé. L'une à la surface, bâtie sur l'illusion et l'obsession matérielle, l'autre en dessous, fondée sur le souvenir et l'intégrité spirituelle. Ces deux mondes coexistent depuis, séparés non par la distance, mais par les vibrations. Les Agarthiens ne nous ont pas abandonnés. Ils se sont retirés pour protéger la vérité. Ils savaient que dans un monde dominé par l'ego, le savoir devient une arme. Ils ont donc attendu, cultivant la sagesse sous la surface, ancrant la lumière dans les ténèbres. Mais même là, ils n'ont pas été épargnés par les conflits. La guerre pour la conscience humaine ne s'est pas arrêtée lorsqu'ils ont quitté la surface. Elle les a suivis. Les ténèbres ne s'arrêtent pas aux frontières. Elles cherchent à engloutir tout ce qui porte la lumière. Selon certains enseignements secrets, des forces, tant de la surface que d'entités plus sombres, ont tenté de pénétrer Agartha pour exploiter ses connaissances à des fins de domination. Il ne s'agissait pas seulement d'invasion physique, mais d'invasion vibratoire. C'est pourquoi les Agarthiens ont développé des technologies spirituelles pour se protéger. Non des barrières physiques, mais des champs énergétiques, des fréquences de résonance qui repoussent toute distorsion. Ces défenses sont invisibles, métaphysiques et incorruptibles. Mais la bataille ne s'est pas limitée à cela. À la surface, la guerre a pris une autre forme. Programmation culturelle, manipulation de l'histoire, suppression de textes anciens, ridiculisation des mystiques et des chercheurs spirituels. La guerre contre Agartha est devenue une guerre contre la mémoire, contre l'intuition, contre la connaissance profonde de l'âme,
qu'il existe davantage que ce qu'on nous a dit. La plupart des humains inconscients de cette lutte sont devenus complices par leur silence et leur distraction. Les symboles de cette guerre sont partout, dans les récits qui dépeignent les chercheurs comme des fous, dans les systèmes qui punissent la curiosité, dans les institutions qui glorifient l'intellect mais rejettent la sagesse. Chaque fois que quelqu'un doute de sa connaissance intérieure au profit de l'approbation extérieure, cette guerre remporte une petite victoire. Mais Agartha tient toujours, non comme une forteresse, mais comme un phare. Pour ceux qui s'éveillent, son appel se fait de plus en plus fort. C'est pourquoi vous ressentez cette tension intérieure, ce sentiment que quelque chose cloche, que ce monde ne vous correspond pas, qu'il doit y avoir davantage. Cette tension est l'écho d'un souvenir ancien, une reconnaissance au niveau de l'âme que vous êtes pris entre deux forces, l'une qui veut vous engourdir, l'autre qui veut vous réveiller. Agartha incarne cette dernière. Ce n'est pas une évasion fantasmée, mais un rappel de ce que vous êtes destiné à devenir. Vous n'êtes pas impuissant dans cette guerre. Vos choix, vos vibrations, votre conscience, tout cela compte. Chaque fois que vous choisissez l'authenticité plutôt que la conformité, la présence plutôt que la distraction, la compassion plutôt que le jugement, vous faites pencher la balance. Vous contribuez à la fréquence qui rend la reconnexion possible. Cette guerre ne vise pas à contrôler le monde, mais à contrôler votre esprit. Agartha est la preuve qu'une autre voie est non seulement possible, mais déjà réelle, cachée, mais réelle, en attente, mais vivante. Et elle se souvient de vous, même si vous l'avez oubliée. Vous ne vous en souvenez pas, car on ne vous a pas laissé le faire. Dès que vous avez appris à parler, le monde autour de vous a commencé à façonner votre réalité, non par la violence, mais par la répétition, par des récits, des institutions et des idées soigneusement choisies et présentées comme des vérités. On vous a dit ce qui était possible et ce qui était absurde, ce qui était réel et ce qui était imaginaire. Ainsi, l'idée même d'un lieu comme Agartha, une civilisation éclairée sous vos pieds, est devenue risible, non parce qu'elle est fausse, mais parce que l'oubli faisait partie du plan. Ce conditionnement n'était pas accompagné d'un avertissement. Il était déguisé en éducation, en divertissement, en bon sens. Repensez à vos premiers souvenirs d'école. On vous a appris à mémoriser, pas à questionner. Vous étiez récompensé pour répéter, pas pour explorer. Toute pensée qui remettait en cause le programme était qualifiée de perturbatrice, d'imaginaire, ou pire, d'erronée. Les récits sur l'intérieur de la Terre, les contes de fées, la réalité vibratoire, la guérison par l'énergie, tout cela était relégué au rang de pseudoscience ou d'absurdité. On ne les a pas réfutés. On ne leur a simplement jamais donné de place. Ce conditionnement ne s'arrêtait pas à l'école. Il était ancré dans chaque dessin animé que vous regardiez, chaque fête que vous célébriez, chaque phrase que vous entendiez des adultes, eux-mêmes inconscients, de répéter un même discours. Sois réaliste, ne remets pas tout en question. Ce n'étaient pas des leçons, mais des verrous conçus pour réprimer la curiosité naturelle qui aurait pu vous ramener à la vérité. Agartha n'est pas cachée au sens conventionnel du terme. Elle est cachée à la vue de tous, non parce qu'elle est lointaine, mais parce que le rythme frénétique de la vie moderne la rend invisible. La distraction n'est pas un simple divertissement, c'est une anesthésie, un bruit constant, une stimulation incessante, une peur omniprésente. On ne vous a jamais laissé l'espace nécessaire pour ressentir la connaissance profonde qui sommeille en vous, ce murmure subtil qui vous dit qu'il y a davantage. Ce murmure est votre boussole, et on a passé toute votre vie à essayer de le noyer. Dès votre enfance, vous avez été conditionné à regarder vers l'extérieur, vers les écrans, les notes, les produits, le statut social. Tous les systèmes dans lesquels vous avez été immergé vous ont appris à chercher l'approbation, et non la conscience. Peu à peu, vous avez cessé de faire confiance à votre vision intérieure. C'est ainsi que le système triomphe, non en vous enfermant dans une cage, mais en vous faisant oublier que cette cage existe. Mais oublier ne signifie pas que la vérité a disparu. Elle est toujours là, sous le bruit, sous le conditionnement. Le fait que vous soyez en train de lire ceci, que vous sentiez quelque chose remuer en vous, est la preuve que cette mémoire n'est pas perdue.
Elle est en sommeil, attendant d'être réveillée. Les anciens enseignements affirment que les grandes vérités ne sont jamais détruites. Elles sont enfouies jusqu'à ce que le monde soit prêt à les accueillir à nouveau. Agartha est l'une de ces vérités. Lorsque vous vous sentez déconnecté de vous-même, lorsque le monde vous semble trop bruyant, trop chaotique, trop superficiel, ce n'est pas une faiblesse. C'est votre âme qui se souvient de ce qu'elle savait autrefois. Elle ressent que la vie qu'on vous a imposée manque de quelque chose de sacré. Vous n'aspirez pas à fuir, vous aspirez à vous reconnecter. Car Agartha est plus qu'un lieu. C'est le reflet de la version de vous-même qui se souvient, une version qui n'a pas été altérée par les dogmes, la peur ou le conditionnement social, une version qui croit encore en la beauté, en l'unité, en la connaissance silencieuse. Vous avez été programmé pour l'oublier, non parce que c'est faux, mais parce que c'est puissant. Cet oubli n'est pas un hasard. Il a été orchestré, une suppression consciente non seulement d'Agartha, mais de tout ce qu'elle représente, la paix intérieure, les fréquences supérieures, les lois universelles. Car lorsque les gens se souviennent de qui ils deviennent ingouvernables, non dans un sens rebelle, mais dans un sens souverain. Ils cessent de demander la permission de vivre, de savoir, d'être, et cela terrifie ceux qui ont besoin de contrôler. Mais voici une vérité qu'ils ne peuvent effacer. Ce qui a été programmé peut être déprogrammé. La mémoire peut revenir, l'esprit peut être réaligné, le voile peut se lever. Et, quand cela arrive, Agartha ne devient pas seulement possible, elle devient inévitable. Car dès qu'un nombre suffisant de personnes se souvient, la fréquence du monde change, la vibration s'élève, et ce qui était invisible devient indéniable. Vous n'étiez pas destiné à rester endormi pour toujours. Et maintenant, vous vous éveillez. Si vous y prêtez attention, il vient un moment où le monde extérieur perd tout sens, où l'information devient un bruit, où le succès semble vide, et où même les gens autour de vous semblent pris dans une boucle de distraction et de déni. Vous ne savez pas exactement ce qui a changé, mais vous savez que quelque chose est différent. Ce n'est pas le monde qui a changé, c'est vous. Ce moment n'est pas une chute, mais une percée, l'éveil de l'explorateur qui sommeille. En vous, le voyage vers Agartha n'a jamais été une question de géographie, il a toujours été une question d'alignement. C'est pourquoi aucune carte ne peut vous y mener, aucun GPS ne vous guidera vers ces portes. L'entrée ne se trouve pas dans des coordonnées, elle se révèle par les vibrations. La seule façon d'atteindre cette fréquence est d'accorder l'instrument de votre propre conscience. Ce processus ne commence pas par la recherche, mais par le lâcher-prise. Vous devez vous libérer du bruit, de la consommation compulsive, de l'obsession d'être aimé ou validé. Ce ne sont pas de simples distractions. Ce sont des distorsions qui aspirent votre énergie vers l'extérieur et fragmentent votre conscience. Agartha existe dans la cohérence intérieure, pas dans le chaos extérieur. Pour l'entrevoir, vous devez revenir à vous-même. Le calme est la première clé, non le silence, mais la présence. Commencez à écouter les espaces entre vos pensées. Soyez attentifs aux petites impulsions, aux intuitions, aux synchronicités. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des signaux, des invitations, des rappels que l'univers vous murmure depuis toujours. Mais vous étiez trop occupé à suivre le récit des autres pour réaliser que le vôtre attendait de commencer. Le monde ne valorise pas ce type d'exploration. Il récompense la performance, pas la présence. Mais Agartha ne se soucie ni des titres, ni des richesses, ni de l'influence. Elle ne répond qu'à la fréquence, votre volonté de vous. Alignée sur la vérité, de chercher sans exiger de preuves, de suivre l'appel même lorsqu'il semble illogique. C'est cela qui ouvre les portes. Des pratiques comme la méditation, la respiration consciente, la solitude intentionnelle et la guérison énergétique ne sont pas de simples tendances de bien-être. Ce sont des technologies anciennes, des clés conçues pour ôter les couches de distorsion et vous ramener à un état naturel de résonance. Plus vous vous libérez de ce qui ne vous appartient pas, les croyances imposées, les identités artificielles, les attachements, plus vous vous rapprochez de la fréquence d'Agartha. Il y aura des moments où vous vous sentirez perdu, où vous douterez de ce que vous ressentez, où le monde vous dira de rester ancré, logique, réaliste.
Mais l'explorateur ne suit pas la foule. Il écoute ce que la plupart ont oublié d'entendre. Cette boussole intérieure, cette attraction vers l'inconnu, ce murmure qui dit « continue ». Puis quelque chose change, non d'un coup, mais graduellement. Vous commencez à percevoir des motifs là où les autres ne voient que du hasard. Vous ressentez de l'énergie là où les autres ne perçoivent rien. Vous faites confiance à votre intuition, même sans preuve tangible. C'est alors que le monde intérieur commence à s'ouvrir, non comme une illusion, mais comme une réalité palpable, non parce qu'elle a été créée, mais parce qu'elle a toujours été là, attendant que vous cessiez de douter et que vous commenciez à vous souvenir. Vous n'êtes pas ici pour passer votre vie à poursuivre des objectifs qui n'apportent rien à votre âme. Vous n'êtes pas ici pour être un rouage dans la machine d'un autre. Vous êtes ici pour vous éveiller, vous aligner, vous souvenir. Et ce processus ne commence pas en faisant plus, mais en étant plus, en revenant à la vérité que vous avez toujours connue, mais qu'on vous a appris à oublier. Agartha n'est pas seulement un royaume sous la surface, c'est une métaphore de ce qui devient possible lorsque vous vous tournez vers l'intérieur avec intention. C'est le monde qui s'éveille lorsque vous réalisez que le véritable voyage n'est pas extérieur, mais intérieur. Chaque pas que vous faites vers l'alignement intérieur vous rapproche de cette lumière oubliée, de ce silence sacré, de cette civilisation cachée, non enfouie dans la terre, mais enfouie en vous. Il y a une raison pour laquelle Agartha reste dans votre esprit. Une raison pour laquelle, malgré les démentis et les rejets, une part de vous se demande encore si cela pourrait être vrai. Cette question n'est pas une erreur, elle n'est pas naïve. C'est un souvenir, un écho ancestral. C'est la petite voix sous tout le bruit qui dit « Vous êtes déjà venu ici, vous connaissez cette vérité, et il est temps d'y retourner ». Agartha n'est pas seulement l'histoire d'une cité cachée, c'est l'histoire de ce que nous avons perdu et de ce que nous sommes appelés à retrouver. C'est un rappel vivant que l'humanité était autrefois en harmonie avec quelque chose de plus grand, de sacré, de pur, et que cette harmonie existe encore, intacte sous le chaos de notre monde. Elle n'est pas seulement sous nos pieds, mais dans nos cœurs. C'est pourquoi Agartha attire les chercheurs spirituels, les questionneurs, les âmes errantes. Non parce que vous êtes perdus, mais parce que vous êtes prêts à vous souvenir. Souvenez-vous que la Terre est vivante, qu'elle contient plus que ce qu'on nous dit. Le cœur de la planète ne bat pas seulement physiquement, il bat aussi spirituellement. Sous la surface, dans des royaumes d'énergie et de silence, réside une civilisation fondée non sur la conquête, mais sur l'équilibre. Ses habitants n'ont pas oublié qui ils sont. Ils n'ont pas sacrifié leur mission au profit ou à la politique. C'est pourquoi l'idée d'Agartha semble à la fois lointaine et familière. Vous avez ressenti cette possibilité en vous. Vous avez senti qu'il y avait plus que cette routine, ce bruit, cette quête incessante d'un sens artificiel. On vous a fait croire que vous deviez chercher votre valeur à l'extérieur, que vous deviez mériter votre place, lutter pour votre paix. Mais Agartha vous rappelle que vous avez toujours été complet, que tout ce que vous cherchez, la sagesse, la guérison, l'appartenance, vous attend depuis toujours. Leur monde reflète ce que le nôtre pourrait devenir si nous cessions d'alimenter l'illusion et commencions à nourrir l'âme. Vous ne trouverez pas Agartha en attendant qu'une carte vous soit donnée. Vous la trouverez en alignant votre fréquence sur sa vérité. Chaque respiration consciente que vous prenez, chaque instant où vous choisissez la présence plutôt que la distraction, l'amour plutôt que la peur, l'intuition plutôt que les règles, vous rapproche. Car Agartha n'a jamais été perdue. C'est vous qui l'étiez. Et maintenant, vous retrouvez votre chemin. Si ces mots ont résonné en vous, partagez-les avec une âme en quête qui pourrait en avoir besoin. Ensemble, continuons à explorer cette vérité ancienne, à nous reconnecter à la lumière d'Agartha et à incarner ce que nous sommes véritablement. Non pas plus fort, plus riche ou plus impressionnant, mais plus vrai, plus aligné, plus vivant. Car c'est ce dont le monde a besoin. Moins de bruit, mais plus de résonance. Moins de suiveurs, mais plus de ceux qui se souviennent. Moins de contrôle, mais plus de lumière. Et maintenant, prenez un instant pour ressentir l'écho de votre âme. Quelle vérité oubliée Agartha a-t-elle réveillée en vous? Quel murmure intérieur vous invite à explorer plus profondément?
à lâcher les illusions pour embrasser, ô votre lumière. Réfléchissez à ce que cette quête signifie pour vous. Est-ce une invitation à vous aligner davantage avec votre essence ou un appel à transformer le chaos en présence consciente? Prenez le temps d'écouter cette résonance intime, car elle est la boussole qui vous guide vers votre vérité. Si ces réflexions ont touché votre cœur, partagez-les avec une âme qui cherche elle aussi à se souvenir, car chaque échange est une vibration qui amplifie notre éveil collectif. Continuez ce voyage intérieur, car chaque pas vers votre lumière vous rapproche non seulement d'Agartha, mais de la version la plus authentique de vous-même. À très bientôt pour une nouvelle exploration de votre univers intérieur.